Dernière étape dans l'étude de nos villes, nous avons vu les villes des pays riches. Maintenant, on va s'intéresser aux métropoles des pays en voie de développement. Donc, on peut trouver soit dans des pays dits pauvres ou en voie de développement. Alors, ces villes peuvent être très différentes puisqu'on va les trouver en Asie, on va les trouver en Afrique, en Amérique latine, et pourtant, on va se servir de l'une d'entre elles qui va nous servir d'exemple assez exhaustif qu'on pourra transposer à d'autres exemples. C'est le cas de Lagos au Nigeria. A tout de suite. Actuellement dans le monde, si on observe les cartes d'évolution, vous avez ici de représenter l'évolution des populations urbaines, c'est-à-dire les gens qui vivent en ville et qui peuvent donner une idée finalement sur l'évolution des grandes métropoles. Plus votre carte est claire, plus la population urbaine augmente lentement. Pour une raison toute bête, généralement une grande majorité de la population vit déjà en ville. C'est le cas de l'Europe, c'est le cas de l'Amérique du Nord et de l'Amérique latine et de l'Océanie. Par contre, si on observe l'Asie et surtout l'Afrique, on voit que le nombre d'habitants en ville est de plus en plus élevé. Pourquoi ? Parce qu'une partie de la population quitte les campagnes dans l'espoir de trouver une vie meilleure à l'intérieur des villes. Ce sont principalement les jeunes hommes qui partent, ils renvoient au village une partie de l'argent qu'ils gagnent pour pouvoir les aider, et ça peut créer un certain nombre de déséquilibres. On y reviendra un petit peu après. Ce phénomène de population qui se déplace massivement des campagnes vers les villes, c'est ce qu'on appelle l'exode rural. Alors pourquoi est-ce que ce phénomène n'existe plus en Europe ou en Amérique ? Tout simplement parce qu'il a déjà eu lieu à la fin du 19e siècle, pour les plus tardifs, en l'occurrence pour la France. Donc, nous allons nous intéresser maintenant aux villes de ces régions, des pays en voie de développement, soit des pays les plus pauvres du monde, soit de certains qui peuvent être certes riches, mais qui ne satisfont pas encore tous les besoins de leur population, pour voir finalement comment s'organisent les villes de ces régions. C'est parti. Ces villes de ces régions connaissent un certain nombre de difficultés. Premier problème, puisque leur population augmente extrêmement vite, il faut arriver à gérer le problème de la place. Vous avez en haut à gauche une vue de la ville du Caire, avec les pyramides du plateau de Gizeh, et on distingue très bien les quartiers de la ville du Caire qui sont en train, petit à petit, de grignoter l'espace dans le désert pour essayer d'installer une partie de la population. Des villes comme le Caire, comme Mexico, ont leur population qui augmente extrêmement vite. Pour gérer ce problème-là, on manque d'infrastructures. On n'arrive pas à créer des bâtiments assez vite pour pouvoir loger tout le monde. On en est dans un cas où les cimetières sont souvent occupés par les populations qui vont créer des habitats de fortune à l'intérieur. Avoir une population qui augmente aussi vite, c'est aussi un deuxième problème, le problème des ressources. Avoir suffisamment, ici, d'eau, mais ça pourrait être de nourriture, d'électricité, pour tout le monde. Approvisionner toutes les villes et tous les habitants de la ville, ça peut être très compliqué et surtout ça peut créer un très fort déséquilibre entre les plus riches et les plus pauvres. Troisième grand problème, ici avec le monument emblématique quand on pense à l'Inde, le Taj Mahal, vous avez à l'arrière de ce Taj Mahal des quantités astronomiques de déchets liés à la population des villes proches. Donc on voit bien que ces métropoles, elles ont pour l'instant des difficultés à gérer des soucis plus importants que ce que nous on aurait dans nos propres métropoles. On a les mêmes soucis, mais pour l'instant on arrive à gérer les flux. Mais là, l'augmentation quasiment incontrôlée de la population à l'intérieur entraîne un certain nombre de difficultés. Ces villes, dans les pays en voie de développement, ressemblent de plus en plus à nos villes. Vous avez ici une vue de Shanghai, vous avez une vue d'Abidjan. Ces deux grandes métropoles, une chinoise, une ivoirienne. Si on regarde bien, j'ai un quartier avec des immeubles, probablement un quartier des affaires, j'ai des bâtiments autour pour la population. Ça ressemble finalement à n'importe quelle ville qu'on aurait pu vous présenter aux États-Unis ou même en Europe. Et pourtant, déjà, on se rend compte qu'on sépare beaucoup plus fortement les types de population en point de vue social. En fonction de leur richesse, ils ne vont pas forcément habiter au même endroit, ni avoir le même type d'habitat. Nous allons nous intéresser à la ville de Lagos. Lagos, c'est la plus grande ville du Nigeria et actuellement, c'est la plus grande ville africaine. Alors, le bilan démographique est assez compliqué à Lagos. On sait qu'on a entre 14 et 26 millions d'habitants. Ça laisse une grosse marge de manœuvre, mais ça explique pourquoi on ne sait pas forcément fournir assez d'infrastructures pour tout le monde. On distingue ici le quartier des affaires et autour la ville qui s'est développée, bon an mal an, et le port.
D'une vue aérienne, on distingue par contre beaucoup plus fortement des quartiers avec des maisons en solide, qui ont l'air d'être relativement grandes, relativement opulentes, face à des quartiers où on distingue des maisons beaucoup plus petites, collées les unes aux autres, et surtout avec des formes différentes et des tailles différentes, qui laissent déjà présupposer la suite. Si le centre de Lagos est constitué comme une ville européenne ou américaine, avec son grand quartier des affaires, ici à Saboyaba, avec des infrastructures très importantes pour favoriser le commerce, favoriser l'industrie, vous avez tout autour des quartiers où on aura des bâtiments plus petits pour loger la population. Le quartier des affaires est, comme chez nous, constitué d'immeubles. Alors, on ne parle pas forcément toujours de gratte-ciel, mais au moins des bâtiments importants, qui pour beaucoup datent de l'époque coloniale. Donc, parfois, on appelle ce quartier des affaires le quartier européen. Certains petits quartiers ou certaines zones peuvent être extrêmement riches, extrêmement développés. Ce seront des ghettos, mais cette fois-ci des ghettos de riches. Ici, vous avez le quartier de Lekki, qui est situé sur les littorales de Lagos, qui abrite la population jeune, dynamique et extrêmement riche du Nigeria, ceux qui ont largement profité finalement du pétrole. Dans le reste de la ville, par contre, la situation est beaucoup plus dramatique, beaucoup moins glorieuse. On aura des bidonvilles, comme ici le bidonville d'Oshodi, avec un manque cruel d'infrastructures, parfois de la terre battue, des bâtiments construits avec de la tôle, du carton, du bois, des matériaux de récupération. C'est ce qu'on va appeler des bidonvilles. Ces bidonvilles sont régulièrement détruits pour essayer de repousser les populations les plus pauvres ou leur donner des bâtiments un petit peu plus stables. Parfois, on aura des bidonvilles construits à même finalement la mer. Ici, on est dans la lagune. Les gens construisent sur des bateaux, sur des barques de fortune qui peuvent prendre l'eau et qui sont livrés finalement au risque d'épidémie, aux intempéries, à différentes finalement difficultés. C'est un petit peu le système D de la débrouille. Ces bidonvilles, on va les retrouver dans à peu près tous les pays en voie de développement du monde. On en aura aussi dans les quartiers, dans les métropoles riches, mais c'est surtout dans les quartiers finalement les plus pauvres des grandes villes des pays en voie de développement. Alors il peut y avoir plusieurs mots qui correspondent à la même idée. Vous pouvez avoir le bidonville classique avec ses quartiers tentaculaires qui peuvent regrouper plusieurs millions d'habitants, comme à Mumbai, donc Bombay en Inde. Vous aurez les favelas qui s'accrochent petit à petit aux collines, aux falaises autour de Rio, autour de Sao Paulo au Brésil. Vous aurez les townships, donc les quartiers de bidonvilles situés autour des grandes villes sud-africaines. Différents mots pour parler d'une même situation très difficile, que faire de ces populations, comment satisfaire leurs besoins, comment s'assurer finalement que tout puisse aller pour eux. Il faut pouvoir les aider, pas les laisser livrer à eux-mêmes, au risque que la pauvreté entraîne une très forte délinquance. On va sortir un petit peu du système un petit peu noir que je viens de vous présenter en parlant aussi de ces villes des pays en voie de développement qui conservent une partie de leur identité. Certes, on a vu petit à petit hors des bidonvilles des quartiers qui ressemblaient énormément aux quartiers européens, aux quartiers américains, et pourtant elles conservent leur histoire. Certaines vont vraiment les entretenir, comme ici les vieilles villes, donc les médinas, qu'on aura dans les quartiers du Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans le Machrek, en Égypte, en Libye, qu'on aura dans tout le monde arabe, où on a en dessous la vieille ville construite finalement anciennement à Tombouctou, l'ancienne capitale du Mali, et avec ces idées de on met en valeur quand même ce patrimoine, on l'utilise, même si parfois il peut être vieillissant, mais on va essayer de l'investir, d'en profiter. C'est là qu'on aura aussi un artisanat plus typique. Donc avec tout ce qu'on vient de voir, nos villes, qu'elles soient européennes, qu'elles soient américaines, qu'elles soient dans les pays en voie de développement, elles ont des points communs, elles ont des différences, et on va essayer de tirer une petite synthèse tous ensemble. Je vous remercie de votre attention. Au final, en conclusion à ces 3 études, si je devais faire une petite synthèse, on se rend compte que petit à petit, nos grandes métropoles mondiales, elles ont énormément de points communs. Le développement de zones ultra spécialisées, notamment les quartiers des affaires, des zones socialement séparées, les plus riches d'un côté, ceux qui sont plus en difficulté d'autres. Par contre, on se rend compte assez facilement que chacune de ces cités, qu'elle soit dans un pays riche, dans un pays plus pauvre, connaît un certain nombre de points communs dans les décisions qu'elle doit prendre. Comment gérer sa population,
comment s'adapter à son époque, comment satisfaire les besoins de sa population, comment se développer, et surtout, ce qui est devenu de plus en plus important, comment lutter contre la pollution, comment avoir finalement un développement dit durable. Cette notion, on la reverra en cinquième, mais c'est l'idée qu'on peut se développer sans gâcher toutes nos ressources et en permettant aux générations suivantes de faire pareil. Par contre, si on observe toutes nos cités, qu'elles soient américaines, européennes, africaines, asiatiques ou autres, certes, elles ont énormément de points communs, par contre, chacune garde sa propre identité, et on peut trouver de très très grosses différences entre chacune d'entre elles. Ça peut avoir une incidence, ça a une incidence notamment sur les décisions qui vont être prises pour chacune d'entre elles. C'est pour ça que même si on fait des généralités, ça ne marche pas dans 100% des cas. Je vous remercie de votre écoute en tout cas. On va continuer dans un deuxième temps en voyant les grandes méthodes qu'on peut mettre en place pour travailler sur ces métropoles mondiales. Je vous retrouve à la prochaine leçon. À très vite, prenez soin de vous.